On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent. La session d'aujourd'hui va consister à vous présenter donc l'initiative Data Challenge en santé et plus spécifiquement l'appel à projet. Donc, c'est une session qui est destinée essentiellement aux acteurs de l'écosystème qui seraient désireux d'organiser un projet Data Challenge et donc en passant par l'appel à projet Data Challenge en santé euh, conduit par le HDH et dans le cadre du plan France 2030. Donc je vais laisser la parole à Agathe Delaune, qui est coordinatrice du pôle Open Science au Health Data Hub et qui va vous présenter le programme et introduire la session. Ça marche, merci beaucoup Lauriane. Donc rapidement sur le programme du webinaire, on va commencer d'abord par plusieurs interventions successives de la part du Health Data Hub. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir Frédéric Starrose et Philippe Berthaud avec nous, deux médecins qui feront leur retour d'expérience sur l'organisation de Data Challenge. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Ok. Alors, tout d'abord, on va commencer avec l'historique de la création du pôle Open Science au sein du HDH. Donc, afin de répondre aux besoins d'ouverture dans le domaine des données de santé, en janvier 2024, on a créé au HDH le pôle Open Science, que j'ai le plaisir de coordonner. Donc, la création de ce pôle, c'est l'évolution d'actions préexistantes. Donc, il y a l'action open source, l'action open data et l'action data challenge, qui étaient trois actions qui étaient déjà menées depuis la création du HDH. Et donc, en janvier 2024, on a structuré ces actions en pôles et on suit notamment trois objectifs principaux. Le premier objectif étant la participation aux travaux nationaux relatifs à la science ouverte dans le domaine des données de santé. On poursuit également l'objectif d'organiser des événements pour rassembler les acteurs de l'innovation qui contribuent à l'ouverture des connaissances dans le domaine des données de santé. Et enfin, on a pour objectif le développement de solutions open source et open data pour la communauté des données de santé. Alors, donc au HDH, on est convaincu que l'ouverture favorise les avancées scientifiques et l'innovation. En effet, il est observé que le partage de ressources en open source et le partage de données en open data permet notamment de fiabiliser la recherche et ça permet également une meilleure efficacité de la recherche. En effet, lorsque des ressources utiles à la communauté sont mises à disposition, ça permet d'éviter de dupliquer les efforts et ainsi d'accélérer les travaux. Le partage aussi en open source, ça permet une amélioration continue des résultats parce que n'importe quel utilisateur peut proposer des modifications et des améliorations. Et le fait de partager ces résultats à la communauté, ça permet de promouvoir leur visibilité auprès de la communauté. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le HDH promeut l'ouverture en santé. C'est pour ça donc que l'on organise des événements pour ça c'est le premier objectif dont je parlais tout à l'heure. Donc l'organisation d'événements pour rassembler les acteurs de l'innovation qui contribuent à l'ouverture des connaissances dans le domaine des données de santé. On a notamment organisé la journée Open Science en santé il y a quelques semaines à Paris Santé Campus. Donc c'était une journée dédiée à la thématique de l'ouverture des connaissances dans le domaine des données de santé. On organise également des meet-up régulièrement pour mettre en valeur
les travaux en lien avec le SNDS ou en lien avec les données de santé en général. Et ces meet-ups sont organisés en particulier lorsque les travaux sont partagés à la communauté. Enfin, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous menons l'initiative Data Challenge en santé parce que nous pensons que ce type d'événement est un levier innovant pour transmettre la culture de l'open science. Voilà, donc au sujet des data challenge en santé, on va vous en parler plus en détail, mais l'idée, c'est donc que le HDH est une institution qui promeut l'innovation dans l'utilisation des données de santé, et c'est dans le cadre de sa mission d'animation de l'écosystème que le HDH, en partenariat avec d'autres institutions comme la délégation au numérique en santé et BPI France, organise l'initiative Data Change en santé. Et donc, comme nous le disait Lauriane, cette initiative fait partie du programme France 2030 et s'inscrit dans la stratégie d'accélération santé numérique. Merci beaucoup Agathe pour cette introduction. Je vais reprendre la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les envoyer. Il y a un canal dédié où on peut les recevoir et on y répondra en fin de webinaire. Donc, dans une première partie, je vais reprendre tout simplement le concept de Data Challenge. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un Data Challenge. Et ensuite, Laurie, dans un second temps, vous parlera plus spécifiquement des Data Challenge en santé. Donc, le principe d'un Data Challenge, c'est une compétition en sciences des données, ouverte en général à l'international, dont l'objectif va être de résoudre une problématique spécifique de data science grâce à des solutions d'apprentissage automatique. Donc, ces compétitions, elles se déroulent en ligne sur des plateformes spécialisées et elles reposent sur l'analyse d'un large jeu de données. Effectivement, il faut qu'on ait une taille d'échantillon suffisante pour pouvoir permettre d'utiliser des solutions d'apprentissage automatique. Et donc cette problématique et cette base de données sont mises à disposition par les organisateurs de la compétition sur une plateforme dédiée. Et la plus connue, c'est Kaggle, donc la plateforme de Google qui héberge plusieurs centaines de compétitions, tout domaine confondu, donc parfois en santé, également, voilà, ça peut être en aéronautique, enfin, peu importe, tous les sujets qui génèrent des quantités importantes de données et à partir desquelles on peut réaliser des études de data science. Donc, les principaux éléments d'un data challenge, ça va être en premier lieu une problématique à laquelle on peut répondre par une solution d'apprentissage automatique. Ensuite, une base de données à analyser qui va servir de source d'information et de base à analyser pour permettre le développement d'un algorithme. Ces éléments-là sont référencés sur une plateforme de data challenge, donc de type Kaggle, pour pouvoir héberger la compétition et attirer des compétiteurs et les réunir. Voilà, en général, c'est à l'échelle internationale. Et du coup, ces fameux compétiteurs qui vont donc participer au challenge, donc c'est ces personnes-là qui vont s'imprégner de la problématique et de la base de données et qui vont tenter de développer l'algorithme le plus performant capable de répondre à cette problématique. Et pourquoi est-ce que ces compétiteurs participent? Eh bien, c'est pour, in fine, obtenir un classement et une récompense. Donc, le classement, ça permet donc, voilà, d'identifier les solutions les plus pertinentes et de mettre en avant, du coup, certains talents qui peuvent venir voilà, de tout horizon. Et la récompense, en général, c'est des publications et un prix, donc de l'argent qui est reversé aux meilleurs compétiteurs. Donc concrètement, comment est-ce qu'un data challenge se présente? Donc comme on l'a dit, cette compétition, elle est hébergée sur une plateforme dédiée. Donc cette plateforme de data challenge, elle va permettre plusieurs choses aux participants. Donc déjà, elle va fournir tous les éléments d'introduction et toute la pédagogie autour des enjeux et de la problématique du data challenge.
Donc, il y a de la documentation là-dessus, ainsi que tous les éléments sur les méthodes d'évaluation des algorithmes, les informations pratiques, donc le calendrier de la compétition et le règlement intérieur. Ensuite, il y a un espace qui permet d'accéder aux jeux de données. Donc, ces données vont pouvoir être utilisées pour développer les algorithmes et il y a parfois des espaces de calcul aussi qui sont mis à disposition pour pouvoir entraîner et tester les algorithmes. La plateforme permet aux compétiteurs de se mesurer aux autres participants en ayant accès à leur classement. Donc, un élément important de la plateforme, ça va être ce qu'on appelle le leaderboard en temps réel. Donc, c'est un classement en fait qui démarque les compétiteurs les uns des autres en fonction du score de performance de leurs algorithmes. Et enfin, il y a des espaces collaboratifs pour permettre aux équipes de travailler ensemble et également d'échanger avec les organisateurs de la compétition, avec des FAQ, des GitHub, des forums, etc. On va voir ça un peu plus en détail. Donc voilà, plus précisément, une image de la façon dont se présente un Data Challenge. Donc là, c'est l'exemple du premier Data Challenge qui a été organisé par le HDH en 2020 avec l'équipe du professeur Philippe Berthaud qui nous fera son retour d'expérience un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc le challenge TissueNet avait pour objectif de développer une solution capable de détecter des lésions cancéreuses et précancéreuses sur des biopsies du col de l'utérus. Donc sur la plateforme qui était à l'époque donc Driven Data, le challenge s'est présenté de la façon suivante, avec la description du problème. Donc là, on détaillait bien les différents types de lésions qui étaient à identifier. Donc on avait 4 types de lésions allant de 0 à 3. Et toute une partie de documentation qui expliquait à un public non initié, parce que les gens qui participent à ces compétitions, ça peut être des data scientists, des étudiants, des autodidactes, peu importe, mais pas forcément des gens qui connaissent tout le vocabulaire et les enjeux médicaux. Donc, on explique tout ça clairement aux compétiteurs avec une description et des échantillons de données pour montrer à quoi ressemble une biopsie et comment est-ce qu'en routine sont utilisées et générées ces données. Ensuite, sur la plateforme, on a des éléments un peu plus techniques. Donc là, on a tous les détails sur les formats de soumission, la métrique d'évaluation. On a aussi les règles de la compétition qui indiquent les modalités, est-ce qu'on peut participer seul, en équipe, etc. Et qui indiquent notamment les modalités de remise des prix. Donc nous, pour les Data Challenge en santé du HDH, par exemple, la règle, c'est que pour avoir accès au prix, à la récompense, il faut que les compétiteurs partagent en open source leurs solutions pour rester dans cette dynamique open. Là, on illustre les exemples d'espaces collaboratifs qui sont disponibles sur les plateformes de Data Challenge, donc avec des forums où les compétiteurs peuvent échanger entre eux et également avec les organisateurs. S'ils ont besoin d'avoir un peu plus d'éléments scientifiques et pour que les réponses puissent être visibles par tous les participants, pour qu'il y ait une égalité de traitement de tous les compétiteurs, et des espaces pour partager des notebooks aussi. Par exemple, ils peuvent partager des algorithmes, des codes de pré-traitement, d'images ou ce genre de choses. Ensuite, donc ça, c'est un élément important dont je parlais tout à l'heure, c'est le fameux leaderboard. Donc là, on peut voir qu'il y a différentes équipes et participants individuels qui ont soumis plusieurs algorithmes. Donc là, on a leur classement et ici, on a le fameux score de performance. Donc là, on voit que par exemple, la première équipe avait près de 95% de prédictions correctes. Et donc, ce leaderboard en temps réel est calculé à partir d'une métrique d'évaluation. Donc cette métrique, c'est un élément important aussi puisque c'est une formule mathématique qui va être construite avec l'aide aussi des médecins, des personnes organisatrices du challenge, qui va permettre de pondérer les erreurs commises par l'algorithme en fonction de la gravité
réel de l'erreur, c'est-à-dire que par exemple, quand on avait une lame, une biopsie avec des lésions de classe 3, eh bien, si on prédisait bien une classe 3, alors il n'y avait pas d'erreur. Donc là, l'algorithme n'était pas, il n'y avait pas de punition. Mais si plus on s'éloignait de la classe réelle, et plus l'erreur était, voilà, enfin plus le score était impacté par la métrique. Donc le déroulement classique d'une compétition de data challenge se déroule en 2 phases. Donc en général, en tout, un data challenge, ça dure entre 1 et 4 mois. C'est un peu plus long, voilà, c'est sensiblement plus long que les compétitions de type hackathon. Donc la première phase qui est la plus longue est la phase d'apprentissage. Donc c'est à ce moment-là que les compétiteurs vont prendre connaissance du jeu de données, des enjeux, de la problématique et qui vont pouvoir commencer à développer leur algorithme. Une fois qu'ils ont une première version satisfaisante, ils vont pouvoir soumettre leur algorithme sur un nouveau jeu de données qui est un jeu de test intermédiaire. Et c'est grâce à ce test-là qu'ils vont pouvoir avoir leur classement sur le leaderboard en temps réel. Donc ça, ce nouveau jeu-là, c'est un jeu auquel ils n'ont pas eu accès pendant leur entraînement. Et, et ça permet donc d'avoir un classement voilà, objectif et intermédiaire des compétiteurs. Et ensuite, il y a une phase de test final. Donc là, plusieurs itérations sont possibles. Et une fois qu'ils ont une version finalisée de leur algorithme, dans les dernières 48 à 72 heures de la compétition, ils vont pouvoir faire une soumission finale sur un dernier jeu de données de validation. Et c'est grâce à cette validation qu'on va obtenir un score et un classement final des compétiteurs qui seront récompensés selon ce classement final. Donc, au HDH, on organise Data Challenge en santé depuis 2020. Et donc, c'est une organisation qui requiert des étapes de cadrage scientifique, méthodologique et réglementaire qui sont très spécifiques à la réutilisation des données de santé. Et donc, on a essayé de capitaliser sur tous les travaux sur les différentes data challenges menées pour créer un MOOC, donc une formation en ligne de 45 minutes à peu près, qui est destinée à tout porteur de projet ou membre d'une équipe projet qui souhaite se former sur les aspects organisationnels d'un data challenge. Donc voilà, vous avez un QR code ici où on pourra vous retransmettre aussi le lien si vous souhaitez avoir plus de détails sur toutes les phases d'organisation du Data Challenge. Je vais passer la main à Laurie maintenant, qui va vous parler plus spécifiquement des Data Challenge en santé et des initiatives qu'on a menées jusqu'à présent au HDH. Merci beaucoup, Lauriane. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Hop. Et là, j'ai mis la présentation en plein écran, donc normalement, c'est bon pour vous aussi. Donc, du coup, avant de vous parler plus en détail de l'appel à projet Data Challenge, on va faire un petit rappel sur l'historique des Data Challenge qui ont été menés et accompagnés par le HDH. Donc, comme le disait Lauriane, l'initiative a commencé en 2020 avec une première expérience à la fois pour le HDH, mais aussi pour la Société française de pathologie avec le Data Challenge TissueNet. Et suite au succès de ce premier Data Challenge, en 2021, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé, ce qui a permis de sélectionner 6 projets supplémentaires sur des thématiques variées. En 2022, l'initiative continue avec la sélection de 3 autres projets, avec notamment 2 projets portés par l'IHU-ICANN et un projet porté par le groupement francophone d'hématologie cellulaire. En 2023, il y a 3 compétitions qui ont été lancées, notamment la compétition Visiomel, qui était la 2e expérience de la Société française de pathologie et qui vous sera présentée plus en détail par Dr Frédéric Staroz après. Et 2 autres challenges, notamment un porté par la Société française d'allergologie et un porté par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et en 2024, on lance 2 compétitions supplémentaires, notamment la compétition DigiLut qui
vise à détecter le rejet de greffe pulmonaire qui sera lancé très prochainement, donc le 14 juin 2024, et une autre compétition dont la date reste à définir qui porte sur l'automatisation de la lecture de frottis sanguins. On espère de même lancer d'autres compétitions en 2025, notamment celles qui font partie de l'appel à projet qui avait été lancé en 2022. Donc, ces data challenges, c'est à la fois des opportunités très intéressantes pour l'obtention d'algorithmes d'IA en médecine qui permettent de répondre à des problématiques d'intérêt, mais c'est aussi l'occasion de créer des bases de données inédites en santé. Donc, c'est le cas notamment de Visiomel pour laquelle on a une base de données clinique et histologique de près de 2000 patients, mais on a d'autres bases de données telles que par exemple pour l'Allergen Chip Challenge où on est sur des données biologiques de plus de 4000 patients. Donc, c'est vraiment l'occasion de créer des bases de données sur des thématiques variées qui peuvent être utiles par la suite, puisqu'elles ont vocation à être partagées en open data. Donc, les data challenges en santé sont des leviers innovants pour transmettre la culture de l'open science. En effet, l'accès à ces données pendant l'étape de la compétition sont une première étape qui permet de catalyser la mise en open data. Au niveau du Health Data Hub, on est persuadé que l'open science en santé permet de transformer la manière dont la recherche médicale est conduite de façon à la rendre plus transparente, inclusive et efficace. Et on est également convaincu que les découvertes les plus impactantes seront issues de l'intelligence collective. C'est pourquoi on soutient et on accompagne l'écosystème de la santé du numérique dans la démarche open science. Donc, l'illustration que vous voyez en bas de cette slide, c'est pour citer tous les avantages de l'open science, notamment en lien avec les data challenges. Donc, on peut citer notamment la collaboration et la réduction de la redondance, la transparence et la reproductibilité, mais également l'accélération de la recherche médicale, de l'innovation ouverte, ou encore la protection contre les biais commerciaux ou le renforcement de la confiance du public. Donc, par rapport à l'appel à projet, celui-ci a été lancé en juillet 2024 et il sera ouvert jusqu'en juin 2025 de façon continue avec plusieurs vagues de relèves successives. Donc, la prochaine relève, elle aura lieu en octobre 2024. La date reste encore à définir, mais vous pouvez accéder au dossier de candidature sur la plateforme BPI France. Donc, le lien sera partagé dans le chat, mais vous pouvez également scanner le QR code qui se trouve à droite de la slide. Cet appel à projet il est mené par le Health Data Hub en partenariat avec la délégation ministérielle au numérique en santé, le secrétariat général pour l'investissement et BPI France. Donc, on vous invite à candidater à la fois sur la plateforme BPI France. Et donc, voilà, prochaine relève en octobre. La date reste encore à définir, mais elle vous sera communiquée sous peu. Une fois que les dossiers seront déposés, il y aura plusieurs phases de sélection qui sont basées sur différents critères. Donc, ces critères sont développés de façon exhaustive dans le dossier de candidature, mais on va les citer un petit peu rapidement ici. Dans un premier temps, il est important d'avoir une question clinique qui soit pertinente et qui ait un intérêt d'un point de vue médical. Il faut que pour répondre à cette problématique, on puisse utiliser une approche prédictive, une solution d'apprentissage automatique qui se base sur des données de qualité suffisante pour avoir des résultats fiables. Il faut également que la collecte des données soit faisable en un temps relativement court et que les données puissent être anonymisées dans le respect du RGPD. Il est important que les données soient par la suite partagées en open data. Comme je vous le disais, c'est une des visions de l'initiative Data Challenge, mais il faut également que les algorithmes lauréats des Data Challenge soient partagés en open source pour obtenir le prix de récompense des compétitions. Et il est important aussi que les équipes soient fortement impliquées dans le projet pour qu'il y ait une réelle faisabilité, notamment au vu du temps imparti pour la réalisation du projet qui est d'environ 1 an. Donc ici, sur cette slide, on récapitule l'accompagnement qui est proposé par les différentes structures. Donc l'appel à projet qui est lancé permet notamment d'obtenir un soutien financier de la part de BPI France, qui peut aller jusqu'à hauteur de 300 000 € par projet. Mais au-delà du soutien financier, il y a un accompagnement à toutes les étapes du projet par le Health Data Hub, qu'il s'agisse d'un accompagnement logistique, scientifique, technique et humain. Donc, on peut vous accompagner dans la définition, le cadrage du projet, mais également dans la collecte et l'anonymisation des données, parfois également dans l'annotation lorsque c'est nécessaire. On met à disposition des infrastructures de stockage et de traitement des données, notamment dans le cas de données volumineuses, ce qui est le cas des data challenges incluant des données d'imagerie. Mais on peut également vous accompagner dans les étapes de communication et de promotion des résultats. Et enfin, en bas de la slide, on a une organisation type d'un point de vue calendrier, avec les étapes de cadrage qui sont
réalisée plutôt en amont du projet avec la constitution des différents comités. L'étape de collecte des données qui se réalise par la suite et qui est facultative, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont déjà des bases de données et qui souhaitent les valoriser. À ce moment-là, l'étape de collecte n'est pas forcément nécessaire. Une étape de préparation des données avec parfois une annotation ou une labellisation, ce qui permet d'obtenir une base de données finale qui sera ouverte lors du Data Challenge, qui peut durer entre 1 et 4 mois et qui se déroule, comme le disait Lauriane, sur une plateforme dédiée et qui est généralement suivie d'une cérémonie de remise des prix. Donc, pour toutes ces étapes-là, on compte environ 18 mois. Et à l'issue des compétitions, il y a plusieurs étapes de communication et de valorisation des résultats qui aboutissent notamment à l'ouverture des données et des algorithmes. Comme je vous le disais, il y a un soutien financier qui peut aller jusqu'à 300 000 € de financement par projet et qui est opéré par BPI France dans le cadre du financement Grand Défi à améliorer les diagnostics médicaux à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs types de structures sont éligibles à ce financement. C'est notamment les sociétés savantes rattachées à un conseil national professionnel, les établissements de santé publics ou privés, les groupements de coopération sanitaire et les structures labellisées instituts hospitalo-universitaires. Donc ça, c'est également détaillé dans le dossier de candidature. Ici, on a mis à titre d'exemple une répartition des coûts pour que vous puissiez anticiper la complétion d'une annexe financière qui est présente dans le dossier de candidature. Ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est qu'il y a des coûts qui peuvent être incompressibles en fonction de la volumétrie de la base de données, pardon. Et c'est généralement le coût des plateformes de Data Challenge. Par rapport aux candidatures à l'appel à projet, donc comme je le disais, cet appel à projet, la prochaine relève, c'est en octobre 2024. Donc, on vous invite vraiment à déposer vos candidatures sur le site de BPI France. Une fois que les candidatures seront relevées, elles vont être évaluées avec plusieurs étapes dépendant du nombre de projets qui auront été déposés. Les étapes de présélection sont facultatives, mais peuvent avoir lieu s'il y a trop de projets. Les projets présélectionnés passent ensuite en audition devant un jury d'experts pour approfondir le projet, essayer d'affiner le cadrage et de s'assurer de la faisabilité de celui-ci. Et donc, on peut imaginer un kick-off des projets sélectionnés en janvier 2025 et un lancement des Data Challenge effectifs en juin 2026. Donc voilà. Pour la suite de la présentation, je vais donner la parole au professeur Philippe Berthaud, qui est médecin pathologiste à la PHP Saint-Louis et qui était président de la Société française de pathologie lors des Data Challenge TissueNet et Visiomel. Merci beaucoup, Laurie. Est-ce que tu peux départager? Voilà, je vais essayer de vous mettre ça en plein écran. Il est presque. Voilà, est-ce que vous avez un écran complet devant vous? Oui, ok. C'est parfait, ouais. Donc, merci beaucoup Agathe, Lauriane, Laurie pour cette présentation. Vous avez en fait absolument tout dit déjà. Donc, je vais juste décliner certains éléments de ce premier Data Challenge de la Société française de pathologie et du Health Data Hub. La particularité de ce Data Challenge, c'est que vraiment, on a inauguré, innové, essuyé pas mal de plâtres et tiré pas mal de leçons pour les Data Challenge qui ont suivi. Donc, il s'appelait TissueNet. C'est un Data Challenge consacré exclusivement à des lames d'anatomie pathologique, dont vous avez un exemple ici. C'était des lames de biopsie ou de conisation, donc de lésions du col utérin, des lésions tantôt totalement bénignes, c'était la classe 0, des lésions à l'autre bout du spectre totalement malignes, des cancers, c'était la classe 3. Et puis entre les deux, il y avait la classe 1 et la classe 2 qui étaient des lésions dites de bas grade et des lésions de haut grade. Et la question qu'on posait aux compétiteurs et à leurs algorithmes, c'était: serez-vous capable, après avoir appris sur un certain nombre de lames d'apprentissage, serez-vous capable ensuite de classer des lames d'évaluation et de bien les classer parmi les 4 catégories que je vous ai citées.
Donc, 5000 lames, mine de rien, c'était quand même une assez grosse base. 20 centres répartis sur toute la France qui nous ont fourni des données. Je vais vous raconter comment. Et puis, à la fin, ça a été 500 et quelques compétiteurs du monde entier. Vous aurez aussi un petit cliché des gagnants avec des scores qui ont déjà été évoqués par Lauriane, avec 94%, donc des scores tout à fait intéressants. On verra rapidement ce que ça recouvre. Alors, voilà ici en haut une flèche du temps avec des premières discussions de la SFP avec le Health Data Hub. C'était en octobre 2019. Et puis, donc, on a fait un comité d'organisation, un conseil scientifique. Enfin, il faut une structure quand même pour encadrer tout ça. C'est difficile de faire ça en solitaire, un data challenge. Ça se fait avec une grande équipe et des partenaires. Et donc là, au minimum, c'était le HDH et la SFP. Mais on verra qu'il y a d'autres data challenges où il y a beaucoup d'autres partenaires. On a démarré la collecte des données en mars 2020. Alors, ça doit vous évoquer quelque chose. Mars 2020, c'était pile poil le début du Covid. Donc, on s'est demandé à l'époque si on allait tout laisser tomber. Et en fait, non, voilà, il n'y a pas eu d'impact. Donc, on a pu collecter des données auprès des centres inclueurs, après, bien sûr, avoir informé les patientes que nous avions ce projet et les patientes avaient la possibilité de s'y opposer, comme dans tous ces projets où on gère des données de santé initialement nominatives, mais qui ensuite, à un moment donné, vont être anonymisées dans le process. C'est la règle de base pour qu'on puisse avancer ensuite vers de la mise en open access. Et mine de rien, un data challenge, quand on met les données, quand on ouvre les données à des compétiteurs du monde entier, eh bien, c'est déjà une première forme d'open access, d'open data, certes sur une durée courte, mais c'est déjà de l'open data. Puis on dira un mot de l'open data sur le long terme. Donc, après avoir collecté toutes les données, eh bien, on les a annotées. C'était l'été, en gros, 2020. C'est la diapositive suivante. Voilà, bon, je ne décris pas tout, hein, mais en gros, ça a été quand même un gros travail. Ça. Là, on a quand même annoté, enfin, je dis on, 5 collègues se sont relayés pour annoter à peu près 2500 lames. Alors, les annoter, c'est-à-dire, en gros, on indiquait sur les lames ben, là où il y a les lésions de telle catégorie, 0, 1, 2, 3, pour ensuite que les algorithmes puissent être aidés dans leur phase d'apprentissage. Donc, il a fallu constituer un comité d'experts annotateurs. Donc, gros travail pour eux. On a utilisé un logiciel open source qui s'appelle Cytomine, qui nous a permis d'ouvrir les lames virtuelles, de les annoter, de les gérer. Et puis ça nous a occupé donc en gros tout l'été, hein. Et puis bah, il fallait quand même organiser la compétition elle-même, hein. C'est pas le tout de préparer les données, mais il faut que ça serve. Donc septembre 2020, c'était la deadline. C'était une course effrénée toute l'année, ce Data Challenge. Septembre 2020, on a ouvert la compétition qui a duré jusqu'en octobre 2020, vers la fin octobre. Donc, c'est la diapositive suivante. Là, voilà. Alors, la compétition se déroule sur une plateforme, comme le disait Lauriane. Ce n'était pas Kaggle. Kaggle, c'est les plus gros, les plus chers. C'était la plateforme Driven Data, mais je pense qu'il y en a maintenant beaucoup d'autres dans le monde entier, y compris en France. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on ouvre une compétition, en général, on va diviser les données en 3 paquets. Il y a un bon paquet qui sont les données d'apprentissage, hein. Il y a un plus petit paquet, c'est le jeu dit de test, sur lequel les compétiteurs vont pouvoir s'entraîner sans avoir les diagnostics, mais ils lanceront leur algorithme dessus et ils verront comment ils s'interclassent. C'est ça le fameux leaderboard dont vous parlez, Lauriane. Et puis, il y a un troisième jeu de données, le jeu de validation finale, c'est celui sur lequel les compétiteurs vont en quelque sorte s'affronter les derniers jours de la compétition pour avoir un score final. Donc au total, hein, entre l'apprentissage, les différentes phases du leaderboard et puis la validation finale, notre Data Challenge avait duré à peu près 6-7 semaines, c'était court, mais on avait des contraintes parce qu'il fallait remettre un prix en novembre 2020 à l'occasion de notre congrès. Congrès qui, bien sûr, a été annulé en présentiel vu que c'était le Covid, donc il a fallu tout refaire en distanciel. On vous épargne les détails, mais on y est arrivé à faire cette remise des prix avec des compétiteurs qui sont ici classés. Alors, on va les revoir après avec une petite photo de famille, hein, mais avec des scores très, très, très honorables.
Et puis en gros, les compétiteurs, ils sont classés sur la base de ce qu'on appelle des matrices de confusion que Lauriane vous a montré, avec ici ce qu'on appelle la vérité de terrain, true, catégorie 0, vrai. Alors vrai, c'est-à-dire vrai dite par des experts. Puis là, on voit comment la vérité se distribue par les algorithmes. Donc, bien sûr, plus on est sur la diagonale, mieux c'est, et plus on s'éloigne de la diagonale, pire c'est, avec là aussi un coefficient de pondération dont vous parlez, Lauriane, pour pénaliser plus certains types d'erreurs. Et ça, ce sont des décisions des professionnels métiers, en l'occurrence des médecins, qui considèrent que c'est plus grave de s'éloigner d'un cancer, de je ne sais pas quoi, plutôt que d'autres choses. Alors voilà la photo de famille. Donc en novembre 2020, on les a invités en ligne. Donc une équipe française, c'était la société Tribun Health, qui a remporté donc le premier prix, mais qui n'a pas partagé l'algorithme pour des raisons industrielles. Alors, donc les prix ont été reportés sur les deuxième, troisième et quatrième, qui étaient des équipes plus limitées, en l'occurrence un cavalier solitaire kényan, qu'on a revu d'ailleurs 2 ou 3 ans plus tard dans l'autre Data Challenge. Donc, il faut savoir qu'il y a des serial Data Challengers qui probablement s'en font aussi une forme de revenu. Le troisième, lui, il est donc d'origine kazakh, travaillant au Canada. Et puis, on avait une équipe chinoise de Shanghai. Alors, ce Data Challenge a conduit ensuite à 2 publications, si vous êtes intéressé, une en français qui décrit vraiment les coulisses du Data Challenge dans son organisation, et puis une publication en anglais où on a essayé avec notre collègue Nicolas Lomeni, qui était le mathématicien et data scientist de l'équipe. On a essayé de rentrer un peu dans le cœur des données pour savoir pourquoi, à certains moments, les algorithmes avaient flanché. Voilà, qu'est-ce qui a fait flancher les algorithmes? Et souvent, c'était des problèmes de qualité en fait, des données, en l'occurrence des lames, qui n'étaient pas forcément colorées exactement comme l'algorithme l'espérait, l'attendait. Alors, là, je vous ai parlé du Data Challenge, c'est la phase aiguë, on va dire, de la vie des données. Et puis ensuite, il y a la phase prolongée, c'est la mise en open data sur le long terme. Alors, il faut savoir que là, on est en 2024 et on y est encore. Alors, c'est quasiment fini. On a quasiment tout mis en ligne. Enfin, en tout cas, tout est prêt à être mis en ligne. Mais il faut comprendre qu'on avait, comme c'était beaucoup pressé en 2020, et puis avec le Covid en plus, on n'avait pas juridiquement suffisamment blindé le projet. Et on s'est retrouvé à devoir annoncer à des centres secondairement que maintenant on voudrait mettre les données en ligne en open access sur le long terme. Et ça, on ne l'avait pas dit au tout début, donc il a fallu le dire ensuite, le réécrire, donc refaire signer des conventions au centre, ce qui fait que seuls 4 centres finalement nous ont répondu. Donc on aura là, dans les jours ou semaines qui viennent, on est en train de mettre les dernières virgules à la convention. On est en train donc de rassembler 1000 lames qui vont être mises sur une infrastructure gérée en partenariat avec le Health Data Hub. Ces lames, bien sûr, ont garanti leur totale non-réidentificabilité, je ne sais pas comment dire ça, enfin bref, elles sont anonymisées, quoi, avec une étude de risque de réidentification qui montre que c'est quasiment impossible de retrouver un nom sur une de ces lames. C'est une base qu'il faut annoter pour que les collègues du monde entier, les chercheurs du monde entier qui viendront télécharger ces lames, savent en gros de quoi ça parle. Et puis la porte d'entrée eh bien, ce sera la porte d'entrée de ces collections pour les chercheurs du monde entier. Ce sera un site du gouvernement qui s'appelle data.gouv.fr, sur lequel il y aura une page qui est quasiment faite, une page avec l'intitulé, le label de la Société française de pathologie. Et cette page pointera vers le site d'hébergement des lames en partenariat avec le Health Data Hub. Voilà. Et donc, nous sommes effectivement convaincus du potentiel considérable de l'open data en santé pour le progrès médical. Alors, je pense qu'ensuite, voilà, j'ai introduit le topo de mon collègue Frédéric Staros qui va nous parler du deuxième Data Challenge, la Société française de pathologie et du HDH, avec
d'autres partenaires cliniques cette fois-ci. Alors, je départage et je te laisse la parole, Frédéric. Bien. Bonjour à tous. Donc Laurie, Agathe et Lauriane avaient déjà tout dit, à rajouter ensuite tout ce qui restait encore à dire. Donc ça va être assez bref de mon côté. Donc je vais commencer par partager mon écran. Nickel, ok. Donc moi j'étais responsable de l'organisation et responsable scientifique du Data Challenge Visiomel, aussi dans le cadre de la SFP. Donc Philippe, à l'époque, m'avait confié cette mission. Clairement, on a bénéficié aussi de l'expérience de la SFP dans ce domaine-là, ce qui a aussi beaucoup aidé pour cette organisation. Le Data Challenge, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui était fait par le HDH, donc en 2021, et qui était un petit peu différent de TissueNet dans le sens où le HDH souhaitait aussi qu'il y ait des données cliniques associées à d'autres types de données, en tous les cas qu'il y ait des données de spécialités différentes qui puissent s'associer. Donc la première étape a été de trouver une question d'intérêt, donc on s'est penché sur le mélanome. Et l'idée étant d'essayer de trouver un algorithme qui puisse permettre de prédire la récidive des mélanomes qui ont été diagnostiqués à un stade localisé. Donc, on s'est rapproché de la Société française de dermatologie, du groupe de cancérologie cutanée, qui a été intéressé par cette problématique, puisqu'effectivement, ça peut potentiellement permettre ensuite la mise en place de traitements néoadjuvants pour ces patients. Donc, on a travaillé avec eux et on a été extrêmement aidés puisque les dermatologues ont mis en place une base de données nationale qui s'appelle RICMEL, qui recense une grande partie des mélanomes diagnostiqués en France avec des données cliniques et des données d'évolution. Donc, c'est une base de données qui est vraiment très importante et qui remonte à 2012. Donc, pour pouvoir avoir des données de suivi des patients, nous, on s'est basé sur une récidive à 5 ans. Donc, on a inclus des patients entre 2012 et 2017, ce qui nous permettait ensuite d'avoir les données de suivi jusqu'à 2021-2022. En pratique, quand on a fait cette collecte des données, on est arrivé à la fin à 2000 lames numérisées, ce qui est moindre que TissueNet, sachant qu'au départ, dans la base TissueNet, enfin plutôt dans la base RICMEL, on avait prévu d'inclure environ 5000 patients, mais qu'il y a une perte de données relativement importante, qui était un des enseignements assez majeurs de ce Data Challenge, qui fait appel justement à des centres de secteurs différents, publics, privés, avec des établissements de santé et avec des laboratoires, et ça a été effectivement assez difficile. Quoi qu'il en soit, on a quand même travaillé avec 26 centres, donc des établissements hospitaliers pour la plupart, donc qui nous ont permis de recueillir les données cliniques. Et 40 centres, en l'occurrence 40 structures d'anatomie et cytologie pathologique, 40 laboratoires, avec un mix de laboratoires privés et de laboratoires publics, sachant qu'en l'occurrence, il y avait quand même pas mal de laboratoires privés, puisque beaucoup de mélanomes diagnostiqués à un stade initial le sont dans le secteur privé. Pour le Data Challenge en tant que tel, on a utilisé la même plateforme Driven Data, puisqu'on savait qu'elle avait une audience internationale, ce qui était aussi ce qu'on souhaitait, et ce qui nous a permis d'avoir 541 participants qui ont travaillé sur cette base de données, donc avec les données histologiques qui étaient des lames complètes. En l'occurrence, nous n'avons pas eu à les annoter puisqu'on a décidé de partir sur des algorithmes non supervisés. Il y avait quand même un certain nombre d'informations et d'explications qui avaient été données sur Driven Data, avec en particulier la reconnaissance sur 6 lames des zones de mélanome, de la façon dont a été calculée l'épaisseur d'une lésion, de l'existence ou non d'une ulcération, et voilà. Donc, mais c'était les seuls enseignements. Donc, l'immense majorité des 2000 lames n'était absolument pas annotée. Donc, on arrivait à des scores finaux qui étaient assez satisfaisants de l'ordre de 80%. Ce qui était pas mal, mais ça, j'en reviendrai aussi, comme Philippe tout à l'heure, sur la matrice de confusion. Donc, ce Data Challenge s'est fait en plusieurs étapes. Donc, d'une part, il a fallu constituer un consortium pour pouvoir bénéficier du financement de la BPI, donc un consortium entre la Société française de pathologie, la Société française de dermatologie et le Conseil national professionnel des pathologistes. Et la mise en place d'un consortium était obligatoire, entre autres, puisque la SFP ayant déjà participé, il y avait la problématique de la règle dite des minimi, qui ne pouvait pas permettre à la SFP d'avoir 2 fois de suite le financement de la BPI. Donc ensuite, les patients ont été sélectionnés, après qu'on ait mis en place un comité d'organisation, un comité scientifique, et embauché une chef de projet qui, en l'occurrence, est Laurie Alla, sans laquelle, clairement, le travail n'aurait pas pu être fait, puisqu'il y a effectivement énormément de travail d'organisation, de collecte qui nécessite du quasi temps plein.
Donc, une fois la sélection des patients effectuée, les 26 centres inclueurs ont été contactés. On a récupéré les données cliniques. Il a fallu de temps en temps retourner au dossier médical. Ensuite, grâce au dossier médical, on a pu identifier les laboratoires d'ANAPAD dans lesquels les lames diagnostiques initiales avaient été présentes. Donc, il a fallu demander à ces laboratoires de désarchiver les lames, après les avoir sélectionnées, de réaliser une étape de déidentification, c'est-à-dire qu'elles soient effectivement anonymisées et que le numéro d'ANAPAD normal soit absent sur l'étiquette. Et enfin, il a fallu les numériser. La numérisation est en partie centralisée sur plusieurs centres, dont la structure où je travaille de Ouest Pathologie. Donc ensuite, toutes ces données à la fois cliniques et histologiques. Donc dans les données cliniques, il y avait les données de sexe, d'âge, de localisation des lésions, le Breslow, l'existence ou non d'une ulcération et l'existence ou non d'une mutation BRAF qui finalement n'a pas été utilisée. Et donc toutes ces données ont été compilées, ont été réanonymisées et ont été vérifiées à de multiples reprises. Elles ont ensuite été déposées sur le serveur sécurisé du HDH et transmises à la plateforme de Driven Data pour le déroulé du challenge en tant que tel. Et pendant toutes ces étapes, on a été suivi par une DPO, donc un délégué à la protection des données, qui est vraiment strictement indispensable, puisque là, en plus, les données cliniques sont potentiellement identifiantes. Donc, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là pour être absolument sûr que même en cas de fuite de données ultérieures, il ne puisse absolument pas être possible de revenir à l'identité réelle des patients. Donc, sur le résultat du Data Challenge, donc on retrouve Raphaël Kimnia, qui était aussi donc second au niveau de TissueNet, donc qui est notre compétiteur isolé, mais extrêmement brillant, manifestement extrêmement brillant. Et autrement, donc on a eu 3 équipes françaises, dont une qui a souhaité ne pas participer, son algorithme, qui était seconde au départ. Et autrement, donc en second, une équipe qui est au niveau de Toulouse. Et puis donc Tristan Lazare qui était seul et qui lui avait fait, issu de l'école centrale. Donc les résultats sont assez satisfaisants pour ce qui est de la prédiction d'une récidive, hein, ce qui est évidemment pas très très facile, en particulier pour les mélanomes sains. Là, on a ensuite nous réexploité les données qu'on avait en s'associant avec un laboratoire de biostatistiques. Et en pratique, l'algorithme fait au moins aussi bien que le Breslow et l'ulcération, mais il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans l'exploitation de ces données, ce qui sera effectivement la suite du Data Challenge. Donc sur l'enseignement qu'on a eu, c'est que vraiment quand il y a un mélange de données, la phase de collecte est vraiment un challenge à part entière. Ça a été de temps en temps extrêmement lourd. Il a fallu communiquer énormément à la fois avec les établissements, avec les DPO de chaque établissement et avec les laboratoires. Donc il y a une perte importante de données, c'est-à-dire que de temps en temps on n'a pas retrouvé le laboratoire d'origine. Il y a eu, ce type de difficulté. Il peut y avoir des lames dont la qualité n'est pas suffisante pour être ensuite numérisée. Mais ça a été un travail extrêmement important. Effectivement, sans l'aide de l'ORI, aurait été strictement impossible à réaliser. La plateforme elle-même de Driven Data est tout à fait intéressante pour des data challenges internationaux, mais on a considéré, en tous les cas, les data scientists qui ont compétité, ont considéré que la puissance de calcul n'était pas forcément suffisante, en particulier pour pouvoir utiliser les lames à très haute résolution. Et c'est aussi pour ça que dans leur algorithme, ils ont énormément utilisé le Breslow et l'ulcération, qui peuvent se déterminer automatiquement avec des résolutions qui sont sur des grandissements relativement faibles. Et enfin, pour l'ouverture et le partage des données, donc comme l'avait déjà dit Philippe, et puis avant lui, toute l'équipe du HDH, c'est effectivement un point d'attention très très important si on veut ensuite réussir à ce que ces données soient mises en open data, ce qui est quelque part l'objectif principal pour qu'ensuite toute la communauté scientifique puisse en bénéficier et développer ses propres algorithmes, sachant qu'on a déjà été contacté, en tous les cas pour Visiomel, par d'autres équipes qui souhaitent effectivement travailler sur la base de données qu'on a mise en place. Voilà, donc dans les perspectives, donc on a dit la mise en open data, la poursuite de l'analyse des résultats, donc la promotion qui va être réalisée par le HDH,
essentiellement, puis donc des publications qui sont en cours de rédaction. Et en particulier, moi, j'attendais, pour pouvoir aller plus loin dans ces publications, que les données soient effectivement mises en open data, puisqu'il y a pas mal de journaux scientifiques qui, dans ce cadre-là, demandent à ce que les données soient accessibles au moment de la publication. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric et Philippe pour vos interventions. Du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, il y en a quelques-unes dans le chat. On va y répondre une par une. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire. Alors, on demande sur quel cloud sont hébergées ces données, s'il vous plaît. Donc, j'imagine que c'est les données du Data Challenge. Donc, il y a plusieurs étapes. Tant que les données ne sont pas rendues parfaitement anonymes, elles sont hébergées sur les serveurs HDS, voilà, comme des données de santé classiques. Donc, ça dépend du Data Challenge, mais voilà, elles sont hébergées sur leur serveur d'origine. Et c'est une fois qu'elles ont été rendues anonymes qu'après, elles sont transférées sur des serveurs sécurisés, mais pas nécessairement du coup labellisés HDS. Voilà, mais avec des standards de sécurité un peu plus classiques. Mais tant qu'on est sur de la donnée qui n'est pas anonyme, on est sur des serveurs labellisés HDS. Ensuite, bonjour. De quelle façon l'accompagnement à l'anonymisation est-elle réalisé par le HDH en lien avec l'établissement fournisseur de données? Donc, tout ce qui est réglementaire, comme le disait très bien Frédéric, c'est accompagné par un DPO, donc soit le DPO de la structure qui porte le projet Data Challenge, soit on peut faire appel à une société prestataire externe. Oui, pour les deux projets de Tissunet et Visumail, par exemple, ils étaient passés par la société Docteur Data. Et côté HDH, donc, on partage les bonnes pratiques. Donc, on peut accompagner dans la réalisation d'une analyse de risque de réidentification. On pourra vous partager, si vous le souhaitez, notre guide. Voilà, mais c'est toujours le responsable de traitement, donc le porteur de projet, qui est responsable du traitement des données. Et ça dépend des projets, soit ils ont leur propre DPO, soit ils font appel à une prestation. Donc nous, on accompagne, on peut faire de la mise en relation avec ces prestataires, et on peut aussi auditer un petit peu tout le process, le circuit des données, et aider à la réalisation d'analyse de risque. Voilà, mais c'est vraiment au cas par cas, en fonction des besoins du porteur de projet, et aussi de la nature des données, en fonction de la difficulté à anonymiser certains types de données, on est plus ou moins impliqué. Comment définir la qualité des données attendues avant l'étape d'anonymisation? Donc, je ne sais pas si vous voulez préciser un peu plus votre question, mais c'est vrai qu'en fait, il y a l'enjeu de la qualité des données d'un point de vue data science et d'un point de vue réglementaire. Il y a un équilibre qu'on est obligé de trouver, parce que parfois, on a besoin de X types de variables, mais qui malheureusement, en les croisant, rendent la base de données identifiante. Du coup, on va être obligé d'appauvrir un petit peu la base de données pour être dans les clous d'un point de vue réglementaire, mais toujours en gardant suffisamment d'informations pour ne pas perdre le signal. Frédéric, je vois que vous levez la main si vous voulez compléter. Oui, alors pour ce qui est de la qualité, il y a aussi un sujet de complétion, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de données manquantes pour un certain nombre de dossiers médicaux, donc dans ces cas-là, on a dû les supprimer. Il y avait un certain nombre de lames aussi dont la qualité de numérisation était insuffisante, et j'imagine que pour Tissunet, pour Philippe, ça a été un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lames qui ont dû être supprimées aussi. Donc c'est vraiment le travail du comité scientifique de vérifier que les données sont incomplètes, et donc pour être... alors, il y a un travail important déjà qui est de définir quelles sont les données nécessaires et suffisantes pour la réalisation du Data Challenge. Et ça, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que ces données doivent être suffisantes pour répondre à la question, mais ne doivent pas déborder l'objet du Data Challenge. C'est-à-dire que quelque part, vous n'avez pas le droit de mettre des données qui ne vont pas être utilisées
ensuite dans le Data Challenge. Il y a aussi un point, c'est que on a vraiment intérêt à réfléchir en amont de façon extrêmement précise aux questions qu'on veut poser, puisque une fois que les données ont été anonymisées, on ne peut strictement rien rajouter. C'est-à-dire que nous, il y a un moment, on avait eu un peu l'intention de travailler sur le BERAF. Bon, la façon dont on n'a pas pu recueillir pour tous les patients l'information BERAF puisqu'elle n'était pas présente, mais là maintenant, si on voulait le faire, c'est impossible puisque même nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc pour cette qualité de données, ça se définit au moment où on réfléchit à la problématique médicale, et ensuite ça se réfléchit, en tous les cas ça se vérifie pour chaque dossier que toutes les données soient incomplètes et deux, utilisables quand c'est les données d'imagerie. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je voudrais juste faire un petit commentaire aussi, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions sur l'anonymisation des données. On a déjà évoqué là, il y a 2 minutes, qu'en gros, il faut se faire aider par des juristes, c'est même une obligation. En pratique, pour la Société française de pathologie et le premier Data Challenge, TissueNet, donc en fait, les 2 juristes, ceux du Health Data Hub et ceux de la Société française de pathologie, le DPO de la SFP, ont travaillé de concert pour, après avoir anonymisé les données, pour prouver qu'elles étaient bien anonymisées, et en co-rédigeant un document signé par tout le monde qu'on appelle une étude de risque de réidentification. Et ça, c'est un document crucial sur lequel on peut ensuite s'appuyer s'il y a un éventuel souci. Il ne doit pas y en avoir, mais s'il devait y avoir un souci, un recours ou quelqu'un qui se plaint, eh bien, il faut absolument pouvoir montrer ce document avant de mettre quoi que ce soit en open data. Donc, je conseillerais fortement à une société qui se lance dans un data challenge. C'est passionnant, mais il faut accepter d'avoir un encadrement juridique bilatéral. La société savante et le Health Data Hub. Et les 2 ensemble travailleront au mieux des intérêts des 2 structures. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc oui, ça répond un petit peu à toutes les questions qu'il y a sur l'anonymisation. On me demande aussi si ça fait l'objet d'un process de validation. Donc il y a des validations, voilà, entre les différentes parties du projet, mais on n'a pas une validation directe auprès de la CNIL, mais on se repose, voilà, sur les critères du G29 et d'une analyse de risque de réidentification pour prouver le caractère anonyme des données. Bonjour, est-ce que c'est forcément des données d'imagerie pour les Data Challenge? Donc non, ça marche, c'est vrai que les Data Challenge, ça marche bien avec tout ce qui est computer vision, mais on a aussi des Data Challenge comme celui de la Société française d'allergologie, où on avait des données biologiques, donc des dosages d'immunoglobuline E. Donc ça marche aussi. On a des data challenge qui vont arriver sur les cardiomyopathies héréditaires. Aussi, où on a essentiellement des données cliniques et génomiques. Donc voilà, pas forcément uniquement des images. Mais si vous avez des questions spécifiques et des idées de projet, vous pouvez nous recontacter aussi à l'adresse mail qui s'affiche. On peut organiser aussi des rendez-vous avec vos équipes pour évaluer un petit peu si vos projets peuvent bien faire l'objet d'un data challenge. Alors, sur le Moodle, il est écrit que Kaggle coûterait dans les 100 000 €. Kaggle offre même des bourses, mais il est difficile de faire un budget en espérant avoir cette bourse. On doit donc budgéter 100 000 € pour Kaggle. Si le projet est financé à 50%, il ne reste plus rien pour d'autres frais. Donc, alors, concernant les frais pour la plateforme de Data Challenge, Kaggle, c'est vrai que c'est la plus chère. Nous, on a émis jusqu'à 100 000 € parce que pour les projets qui ont plusieurs terras de données, en fait, c'est des frais incompressibles de serveurs et de puissance de calcul qui sont les mêmes partout, qui coûtent très cher. Mais après, il y a des plateformes beaucoup plus accessibles à partir de 20 ou 25 000 € qui proposent ça. Et même pour les plus agiles, on va dire, avec tout ce qui est numérique, traitement de données, etc. Il y a des plateformes qui existent en open source qu'on peut déployer sur une infrastructure à moindre frais, avec vos propres frais d'hébergement, mais c'est pour un public un peu plus averti, question data challenge. Donc l'idée, c'est que si vous n'avez pas
si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est de prendre une prestation clé en main. Et ça, voilà, il existe plusieurs plateformes différentes autres que Kaggle, sachant que Kaggle, c'est vraiment la plus chère et la plus exigeante aussi pour les compétitions hébergées. Ensuite, on lui demande, une fois qu'elles sont chez vous, Microsoft, GCP, AWS, donc ça sur nos... Alors, c'est sur OVH, il me semble, oui, c'est ça, c'est sur OVH qu'on a effectué le traitement des données une fois qu'elles étaient anonymes, donc pour tout ce qui est format, pour toute la finalisation de la base. Et après, à la fin, elles sont plus chez nous, les données, elles sont disponibles en open data. Donc après, c'est sur data.gouv.fr qu'elles sont hébergées. Et pour les bases trop volumineuses, on offre, nous aussi, des possibilités d'hébergement. Et ça, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas si Agathe ou Laurie, vous avez la réponse, mais je ne sais pas exactement quelle Oui, c'est. c'est des hébergeurs situés en France. Ouais. Le prestataire s'appelle Outscale. Outscale, ouais, sur Outscale. Mais du coup, je précise que les données à ce stade-là, elles sont anonymes. Une fois qu'elles sont mises en open data et hébergées sur cette infrastructure-là. Dans l'appel à projet, combien y a-t-il de projets sélectionnés par rapport au nombre de candidats? Donc en fait, nous, on a une enveloppe pour les projets Data Challenge, donc il n'y a pas un taux de sélection qui est imposé. C'est plus voilà, un nombre de projets par relève. Donc en moyenne par relève, on est en capacité, enfin voilà, pour la prochaine relève, on pourrait envisager de retenir jusqu'à 10 projets à peu près. Ce sera à préciser. Mais voilà, on ne sait pas encore combien il y aura de participants, mais si on a 10 dossiers déposés qui sont de qualité suffisante et qui sont jugés par le jury de sélection comme étant pertinents, voilà, les 10 peuvent tout à fait être retenus. Et peut-on avoir le document sur le risque de réidentification? Alors oui, on peut vous le transmettre. Je ne sais pas si on l'a facilement là sous la main pour le mettre dans le chat. Sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche. Comme ça, on pourra vous le retransmettre. Alors, je suis universitaire en collaboration avec l'hôpital. Pourrais-je porter le projet même si je ne suis pas de l'hôpital ou dois-je obligatoirement le faire porter par quelqu'un de l'hôpital? Donc, alors, voilà, on peut voir au cas par cas, mais en fait, il faut que la structure qui reçoive le financement soit une des structures éligibles, donc parmi celles que Laurie a citées. Du coup, oui, il faudrait le faire porter, faut le faire porter par l'hôpital. Après, ça peut être vous, le chef de projet principal, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que le financement sera reçu par la structure éligible. Dans les maladies rares, la taille des jeux de données peuvent être faibles. Comment cela se passe-t-il? Alors, on a eu un data challenge des hôpitaux universitaires de Strasbourg sur les pathologies rares à manifestation orale et dentaire, avec du coup une taille d'échantillon assez faible. On avait 200 patients et il y avait, je crois que 5 ou 6, je ne sais plus exactement combien de pathologies étaient représentées. Mais en fait, il faut voir au cas par cas avec des data scientists. Donc, nous, on peut faire des consultations là-dessus aussi pour voir si la taille d'échantillon est quand même suffisante pour entraîner un algorithme, mais sachant qu'on peut, en fonction des cas, créer des données synthétiques, augmenter en fait la taille des données de façon artificielle pour pouvoir entraîner les algorithmes et créer des solutions sur des tailles d'échantillons plus petites. Donc, c'est au cas par cas, mais il n'y a pas de taille d'échantillon minimum requise dans le dossier de candidature. Il faut vraiment voir après la faisabilité au cas par cas. Quid de l'anonymisation sur une taille d'échantillon faible? C'est la même chose, il faut voir au cas par cas, il faut produire une analyse de risque. Et c'est vrai que si on se rend compte avec l'analyse qu'on n'arrive pas à une probabilité de réidentification négligeable ou nulle, on ne peut pas faire de data challenge du coup dans ce cas-là. Mais c'est à étudier au cas par cas. Et sinon, il faut voir pour faire des data challenge clos. C'est ce qui avait été fait pour les US, mais voilà, c'est des cas un peu particuliers.
dont on peut se reparler sans problème. Voilà. Donc on arrive au bout des questions et au bout du temps aussi. Alors, serait-ce envisageable de faire une compétition récurrente tous les ans, par exemple, avec plus de données chaque année? Pour l'instant, on l'a encore jamais fait. Après, c'est une bonne idée d'essayer de faire vivre le Data Challenge. Il faut juste faire attention aux coûts parce que du coup, tous les ans, la plateforme, les coûts d'hébergement de la compétition seront renouvelés et ça pourra pas forcément être pris en charge par l'appel à projet. Mais si vous avez des sponsors ou du financement derrière, ça peut être un format tout à fait envisageable. Et je sais qu'il y a des partenaires qui veulent déployer justement avec une solution open source leur propre plateforme de data challenge où ils pourront héberger régulièrement des challenges. Donc, c'est tout à fait faisable et nous, on peut vous accompagner là-dessus avec plaisir. Voilà. Donc, je vois plus de questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Et si vous voulez rester informé des actualités Data Challenge, donc du lancement des compétitions, de la réouverture des appels à projets, etc., vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et puis, on vous remercie pour votre participation et pour cette session active de questions-réponses. Et je remercie encore Frédéric et Philippe pour leur présence et pour leur témoignage. Et merci à vous pour l'organisation. Et Merci comme beaucoup. Philippe, pas mieux. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci à tous.